Bonjour, c'est Vincent, bienvenue sur Leadershift. Aujourd'hui, on va parler de brainstorming, de remue-ménage, comme on dit en canadien, et en français d'ailleurs. Comment faire un bon brainstorming? Brainstorming, c'est à la mode, parce que c'est fun, parce que c'est cool, et que on a besoin de créativité. En plus, par les temps qui courent, il faut trouver des solutions un tout petit peu innovantes. Donc, on va faire un brainstorming. Bon. Alors, le souci, pour ceux qui en ont fait, c'est que des fois ça marche, puis des fois ça marche pas, mais alors genre pas du tout. On se retrouve avec 3 post-it pourris, et puis on a perdu une demi-heure. Du coup, j'avais envie dans cet épisode de vous partager mes découvertes, aussi bien en termes scientifiques, puisque j'ai trouvé un article de revue sur le brainstorming, mais si, il y a des gens qui font des recherches sur le brainstorming, et aussi en termes de mon expérience personnelle, en termes de techniques de créativité. On va commencer par un peu d'histoire, parce que je trouvais ça rigolo de savoir d'où vient le brainstorming. Bon, à votre avis, 1980, 1990? Ben non. Alex Fakeney Osborne, mort en 1966, né en 1800, je sais plus combien, a publié dans un bouquin, pour la première fois en 1942, cette technique de créativité. Son grand bouquin, c'est 1953, mais vous voyez qu'on est il y a un certain temps déjà. Osborne est pas un scientifique, c'est pas un consultant management, c'est un gars qui était dans la publicité. Directeur d'une boîte qui a d'ailleurs donné BBDO. Alors pour ceux qui connaissent BBDO, c'est une des grosses boîtes d'agences publicité dans le monde, et Osborne, c'est le O de BBDO. Osborne dit, il y a 4 règles pour un brainstorming efficace. L'objectif, c'est la quantité, pas de jugement, vive les idées bizarres, et puis il faut combiner et affiner les idées. Alors, je pense que déjà maintenant là, rien qu'avec ces 4 choses-là, vous voyez qu'il y a certainement une, voire 2 des règles que vous ne suivez pas, parce qu'elles se sont perdues dans le temps. Alors, objectif quantité, ça je pense que vous le faites. Pas de jugement, sache qu'alors vous, je pense que vous dites, attention, critiquez surtout pas les idées des autres. Mais, vive les idées bizarres, est-ce que vous le dites? Et surtout, est-ce que vous prenez attention à ce que les gens puissent combiner et affiner les idées? Bon. Ça, ce sont les 4 règles de brainstorming efficace selon Osborne, donc entre 1942 et 1953. En 2011, deux chercheuses, veulent tester les hypothèses et les recommandations d'Osborne, parce qu'elles se disent, mais finalement, peut-être qu'elles ont vu que ça marchait pas, ou peut-être qu'elles ont vécu une séance de brainstorming pas tout à fait efficace, et donc elles ont commencé à essayer de chercher dans la littérature scientifique quels sont les faits et les conclusions qu'on peut faire sur cette technique du brainstorming. Première chose, objectif quantité. Osborne le répète souvent dans ses bouquins, il faut produire beaucoup d'idées. Pourquoi? En fait, là où il a raison, c'est que les premières idées peuvent être très banales. Parce que les premières idées, c'est un petit peu ce qui est, je dirais, dans nos habitudes, dans nos préjugés. Bon, et ces choses-là ne sont pas particulièrement créatives. Le problème, c'est que déjà en 1958, il y a une étude qui montre que une autre technique, qui s'appelle la technique du groupe nominal, dont on parlera peut-être une fois ici, est supérieure en termes de quantité, alors que les personnes travaillent seules. Donc, le brainstorming en groupe produit moins d'idées que la TGN où les gens travaillent seuls. Bizarre. Et le problème, c'est que ce truc-là a été confirmé en 73, en 87, et même en 1991, quelqu'un a fait une méta-analyse de 20 études qui confirment qu'effectivement la TGN est supérieure au brainstorming. Catastrophe. Zut alors. Ça veut dire que dans les départements de pub et de marketing partout dans le monde, on fait des trucs qui servent à rien. Non, pas tout à fait. Il y a en fait 2 types de facteurs qui font que le brainstorming ne marche pas. Le premier type de facteurs, ce sont les facteurs sociaux et ou motivationnels. Alors, quels sont-ils? 1. Appréhension du jugement. Alors vous me direz, c'est pour ça que Osborne a mis la 2e règle, pas de jugement. Vous n'avez pas tort. Mais il
le fait est que, même en mettant la règle, ça veut pas dire que les gens vont pas se sentir jugés quand ils devront discuter ou donner des précisions sur leur idée. Bon. Deuxième facteur, quand il y a une anxiété sociale qui est élevée, aussi bien d'ailleurs la TGN que le brainstorming ne fonctionne pas. Et ça, je l'ai vérifié empiriquement. J'ai fait une douzaine de TGN il y a quelques années. Donc, TGN, où les gens commencent par travailler seuls. Donc, ça devrait normalement empêcher l'anxiété sociale ou la peur du jugement. Eh bien, dans les boîtes qui fonctionnaient bien, j'avais à peu près le double d'idées que dans les boîtes qui fonctionnaient pas bien. Quand je dis boîte qui fonctionnait pas bien, ça veut dire une boîte où l'ambiance, la culture, etc. n'étaient pas propices à ce genre d'exercice. Troisième facteur social et motivationnel, c'est ce qu'on appelle la paresse sociale. Bon, en gros, j'ai pas besoin de contribuer parce que les autres vont le faire pour moi. Quatrième facteur, ce qu'on appelle le free riding. En gros, ma contribution va pas changer grand-chose, même si je contribue. Cinquième effet, l'effet d'aspiration. Dès que je vois un free rider, je deviens un free rider. C'est logique. Si je vois quelqu'un soit qui contribue pas d'ailleurs, par paresse sociale, soit qui se dit de toute façon, il met une idée pour mettre une idée, les autres vont faire pareil. Pourquoi ? C'est la peur de se faire avoir. C'est la peur de mettre trop dans le groupe par rapport à ce que je peux en retirer. On en a parlé d'ailleurs lors du dernier épisode. Et puis dernier facteur social ou motivationnel, la comparaison sociale. Les chercheurs ont mesuré que on contribue à la même vitesse que les autres. De nouveau, j'en mets une, je regarde, les autres en mettent une, j'en mets une deuxième. Ou bien les autres en mettent une, je regarde autour de moi, ok, j'en mets une aussi. Donc tous ces facteurs-là font que le brainstorming peut ne pas fonctionner. Mais il y a aussi des facteurs cognitifs, des facteurs de fonctionnement mécanique du cerveau, entre guillemets. Le premier, c'est le blocage de production. Si vous faites un brainstorming par idée, brainstormer, non, c'est comme ça que ça se fait. Ça veut dire que les gens donnent leurs idées à la volée, et puis il y a un facilitateur qui note sur un tableau. Pendant que un parle ou que l'autre note, moi, je peux pas contribuer. Donc je dois attendre. Ça, c'est un facteur, ce qu'on appelle le blocage de production. Deuxième facteur cognitif qui empêche le brainstorming de fonctionner correctement, c'est que je dois faire trois choses en même temps. Je dois conserver mon idée en mémoire, focaliser sur la personne qui parle, puis surveiller la discussion pour savoir quand c'est que je peux enfin contribuer. Et puis dernier facteur cognitif qui empêche le brainstorming, être exposé aux idées des autres peut bloquer ses propres idées. Donc si je vois une idée, hop, qui s'affiche, mon esprit naturellement aura tendance peut-être à se focaliser sur cette idée-là, plutôt que d'avoir une autre idée complètement originale. Bon, alors, comment est-ce qu'on peut faire pour que ça marche ? Parce que le brainstorming, c'est quand même fun, et puis ça donne quand même des résultats. Alors, une chose qui a été mesurée scientifiquement, c'est que le facilitateur doit être formé. Alors former, ça veut dire avoir conscience des limitations du processus tel qu'on les a données maintenant. Donc écouter ce podcast peut peut-être suffire. Il faut donner un objectif clair pour le brainstorming. Il faut imposer ou donner un quota d'idées, un nombre d'idées à atteindre. Vous voyez, parce que si on dit le groupe, on doit atteindre 50 idées, quand on est à 25, on se dit il faut bien que je trouve autre chose. Donc les gens vont peut-être donner plus d'idées saugrenues, mais peut-être plus d'idées créatrices aussi. Il faut imposer de l'originalité. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça ? Par exemple, dire « je veux au moins 6 catégories différentes de réponses ». Pas forcément les nommer avant, mais que les gens voient que quand on a des idées qui sont toujours dans les deux mêmes domaines, eh bien, on peut se dire « faut que je change de rail ». Ça vaut la peine de démarrer par une réflexion individuelle, plutôt que tout de suite commencer en groupe. Attention, et là Osborne avait tort, favoriser la critique des idées. Parce que la critique des idées peut justement provoquer de nouvelles idées. Faire des pauses, alors ne demandez pas d'où ça vient, mais faire des pauses favorise la créativité. En même temps, je pense qu'on voit bien que la fatigue mentale peut empêcher la créativité. Et puis, have fun. Le fun, l'émulation dans le groupe peut permettre d'être plus créatif. Donc, du coup, moi je vous propose un déroulement typique pour une session de brainstorming, de remue-ménage,
qui est en fait ma proposition, qui n'est pas validée scientifiquement, enfin dont les principes certains sont validés scientifiquement, puis c'est aussi un mélange de ça et d'expérience personnelle. Je vous propose 5 phases, pour un total de 80 minutes. Ça tient à peu près dans 1h30. Phase 1, introduction. Phase 2, ancrage. Phase 3, développement. Phase 4, sélection. Phase 5, clôture. Introduction, ancrage, développement, sélection, clôture. Alors, 2 prérequis. Numéro 1, il faut un team avec un certain niveau de sécurité psychologique, une équipe qui fonctionne. Parce que s'il y a de l'anxiété dans l'équipe, la créativité sera pas bonne. Ça, c'est 1. Deuxième chose, il faut une composition diverse. Prenez des gens de départements différents, d'équipes différentes, même s'il s'agit d'un problème de marketing. On imagine, on est dans une boîte, il y a un problème de marketing, on ne sait pas comment marketer un produit. Prenez des gens de la prod, prenez des gens de la logistique. Faites pas l'erreur de prendre que des marketeurs qui auront tous à peu près les mêmes idées sur le même sujet. Une fois que ça c'est fait, phase 1, introduction. Alors dans l'introduction, on va faire 6 choses. 1, donner l'objectif. Et l'objectif doit être de répondre à une question précise. Si vous n'avez pas de question précise, imaginons, il y a un problème avec 3 petits points, eh bien, demandez au groupe de trouver une question précise. D'accord ? Ça peut d'ailleurs être l'opportunité de faire un autre processus de groupe que le brainstorming. Première chose. Deuxième chose, donner ou trouver le quota d'idées. Pour info, en 10 minutes, on doit pouvoir trouver entre 5 et 10 idées par personne. Une idée par personne par minute, à peu près. Troisième chose qu'on va faire, c'est donner et trouver le quota de catégorie. Quatrième chose, on va dire que tous les types de contributions sont valorisés. Parce que qu'est-ce qu'on va faire pendant cet exercice ? On va faire de la création, certes, on va faire de la critique, on va faire de l'analyse, on va faire de la synthèse. Donc, vous voyez quelqu'un qui n'est pas très créatif, mais qui est bon en analyse de contribution, en analyse de situation, peut aussi contribuer. C'est comme ça, les gens, quand ils verront que les autres sont en train de produire à masse des idées, ils seront pas anxieux sur le fait qu'ils participent pas, mais ils disent, moi, je serai peut-être meilleur en synthèse. Cinquième chose qu'on va faire, on va spécifier le format des idées. Sous quel format vous voulez les idées ? Est-ce que vous voulez des verbes pour plutôt orienter action ? Est-ce que vous voulez des noms pour orienter concept ? Ça va dépendre du type de brainstorming que vous faites. Typiquement, je vous recommande, si c'est un brainstorming de type résolution de problèmes, utiliser des verbes pour favoriser l'action. Si c'est plutôt de la créativité, produit, marketing, etc., utilisez peut-être des noms. On pourrait imaginer des adjectifs aussi, entre parenthèses. Et puis, 6e chose dans l'introduction, qualité des contributions et des relations. Dites au groupe que la qualité des contributions va dépendre de la qualité des relations qu'ils ont entre eux, et donc de la manière dont ils vont interagir pendant l'exercice. Donc, 1. Question précise. 2. Quota d'idées. 3. Quota de catégorie. 4. Type de contribution. 5. Format des idées. 6. Qualité des contributions et des relations. Ça prend 5 minutes. Ça peut prendre un peu plus, c'est pour ça qu'on a un peu de marge. Je vous dis 80 minutes, ça dure jusqu'à 90 minutes, c'est pas un problème. Phase 2. Ancrage. L'ancrage dure 15 minutes, c'est 3 fois 5 minutes. Donc ce que vous allez faire, c'est qu'en fait vous allez commencer par une phase de 5 minutes où les gens vont réfléchir individuellement et écrire sur des post-it ou des cartes. Donc en fait on emprunte ça à la TGN fonctionne de cette manière-là. Donc on est en réflexion individuelle. Il n'y a aucun échange et les gens écrivent sur les post-it. 5 minutes. C'est pas très long, mais c'est pour ça que j'appelle ça ancrage, c'est un premier jet. Ensuite, pendant 5 minutes, vous allez faire afficher des idées et vous allez faire lire par les participants dans le plus grand silence. Et une fois que tout le monde a tout lu, ouvrez 5 minutes de débat. Ça peut durer un peu plus, on a un petit peu de marge. Allez jusqu'à 10 minutes si vous avez un groupe qui fonctionne bien. L'idée, c'est on y va. On critique, on discute, on s'étonne, on se surprend, et vous voyez qu'on essaye de chauffer le cerveau pour la phase suivante. Après cette phase d'ancrage, faites une petite pause, puisqu'on vient de faire 20 minutes d'exercice, faites une petite pause. J'ai mis 5 minutes, mais ça peut être 2, 3, 4 minutes, c'est pas grave. Les gens vont à la fontaine d'eau boire, ils vont chercher un café. Favorisez aussi le travail avec tout ça en salle, si votre entreprise le permet. Bon, ensuite, on a la phase principale, qui est la phase 3, qui est la phase de développement. Et cette phase va durer 20 minutes. Commencez par expliquer que ce qui est cherché dans cette phase, c'est l'élargissement et l'approfondissement. Ça veut dire, on veut plus
plus d'idées différentes et on veut des idées plus profondes, plus développées, plus affinées. D'accord ? Et donc là, vous donnez 20 minutes, temps bloc, pour produire de nouvelles idées sur la base des idées existantes et sur la base du débat. Et là, vous allez encourager la conversation pendant la production. Donc c'est le bordel. 20 minutes, les gens vont coller des trucs, ils vont s'interpeller, ils vont discuter, et c'est très bien. On veut cette espèce de chaos semi-organisé. Hein, les gens vont s'organiser entre eux d'ailleurs, pour pouvoir produire un nombre d'idées et un nombre de catégories important. Après cette phase-là, 5 minutes de pause. On va laisser les esprits pas se refroidir, mais vous voyez, se reposer un peu. Ensuite, phase 4, phase de sélection. Maintenant, 4 fois 5 minutes. 5 minutes pour regrouper les idées par catégorie. Alors les catégories, soit des catégories sémantiques, c'est-à-dire des mots qui ont la même signification, soit une catégorie d'action, en fonction de l'action qu'on va prendre, soit une catégorie de thème. Ça, c'est vous qui choisissez. Deuxième fois 5 minutes, on va prioriser par vote anonyme. C'est très important que le vote soit anonyme. Allez pas faire mettre des coches. Parce que sinon, la personne qui passe en dernier, elle voit bien où est-ce qu'il y a déjà des votes, et elle va voter pas selon ce qu'elle veut, elle, mais selon ce qui est déjà voté. Donc, vote anonyme, soit vous faites des coches, vous dites aux gens, vous numérotez les idées, et puis vous donnez un nombre de points à donner en fonction du nombre d'idées. C'est ce qui est le plus simple pour que les gens ne voient pas les votes des autres. Sinon, vous dites à chacun de venir vous montrer ou vous donner ou les idées pour lesquelles il vote, et ensuite vous faites le total. Ok ? Phase 3, donnez la chance aux personnes qui ont soumis des idées qui sont pas prioritaires de les vendre mieux. Pourquoi c'est important ? Parce que souvent, dans les idées qui n'ont pas eu beaucoup de votes, c'est soit parce qu'elles sont pas claires, soit parce que les gens n'ont pas compris l'idée. Or, ne pas comprendre l'idée, c'est s'empêcher de reconnaître une bonne idée. Donc, dans ce cas-là, faites-le, donnez la chance aux personnes qui ont soumis des idées de ce type-là, d'expliquer, de les vendre, devant tout le monde. Et ensuite, on fait un deuxième tour de priorisation, toujours par vote anonyme. Donc, à la fin de cette phase de sélection, on a maintenant des catégories d'idées priorisées. On vient de bosser 20 minutes, on fait 5 minutes de pause, et puis on passe à la phase 5, qui est la phase de clôture. Deux choses dans la phase de clôture. Déterminer qui fait quoi pour quand. Alors là, vous allez laisser le groupe s'organiser. D'ailleurs, c'est là où vous verrez si votre groupe fonctionne bien ou pas. Vous aurez confirmation. Hein. Et puis, donc 10 minutes pour ça. Et soyez assez précis en termes d'action. Dites pas, oui, je vais regarder. Ça veut rien dire. Hein. Vous savez que il vaut mieux un objectif humble, bien défini, qu'une grande intention mal définie. Et puis deuxième chose, très important, ça c'est pour le groupe plutôt que pour les idées, 10 minutes de feedback. Qu'est-ce qu'on a appris sur le fonctionnement de notre équipe ? Et là je vous propose 4 types de feedback. Les observations, ce que j'ai vu ou entendu. Les pensées, ce que j'ai pensé pendant le brainstorming. Ce que j'ai ressenti. Et puis mes besoins pour le prochain. Observation, pensée, ressenti, besoin. C'est ce qu'on appelle le Experience Cube, c'est un outil de feedback utile. Et donc, on est au bout des 20 minutes. Et donc, on est arrivé à peu près à notre heure et demie en comptant les 3 pauses de 5 minutes. Voilà, ces 5 phases vous donnent l'architecture, le squelette d'un brainstorming efficace. Ça ne veut pas dire que vous devez suivre ça absolument. Vous pouvez tester avec votre équipe, dans votre environnement à vous, avec vos contraintes à vous. Une chose que je vous ai pas donnée, c'est le nombre de participants. Alors, dans ce que j'ai vu, c'est entre 4 et 12. Honnêtement, 12 me semble beaucoup. 4 me semble un petit peu peu. Donc, moi, j'aurais tendance à taper dans le 6. Peut-être 6, 7, quelque chose comme ça. Ça me semble être quelque chose de raisonnable, surtout en termes de nombre d'idées à traiter après. Une chose que j'ai pas dite non plus, c'est le fait qu'il faut saisir toutes les idées et puis les protocoler quelque part. Alors ça se fait très bien en équipe aussi. Hein. Chacun peut prendre une catégorie s'il y a beaucoup d'idées, ou alors on nomme quelqu'un et puis peut-être la prochaine fois ce sera quelqu'un d'autre. Voilà. Si vous voulez en discuter pour votre entreprise, je viens volontiers
en faire un avec vous, d'ailleurs, faciliter un de vos brainstorming. Ça se fait très très bien par Zoom interposé, puisqu'il y a des outils de brainstorming que j'ai déjà utilisés d'ailleurs, de style Klaxoon par exemple, Klaxoon, qui vous permettent de faire du brainstorming en ligne. Donc on n'a pas besoin d'attendre la fin du confinement pour le faire, puisque c'est un épisode confiné. Je viens évidemment volontiers le faire en live avec vous. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, je vous dis à la semaine prochaine, et à bientôt. Ciao!